Bonjour à toutes et tous, donc moi c'est Alexandra, je travaille chez Bruxelles Environnement et je suis en charge de l'élaboration du plan social climat pour Bruxelles. Je vais vous présenter donc le plan social climat et avant de vous présenter le plan social climat, je vais vous présenter le fonds social climat. Cobb parlait de l'ETS2. Alors c'est quoi l'ETS2? C'est une taxe carbone qui va entrer en vigueur, qui est imposée au niveau européen, qui existe déjà, c'est l'ETS1 sur l'industrie. Et qui va être étendu au milieu du bâti et du transport. Les taxes carbone, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion, mais donc c'est mettre en place des quotas de carbone qu'on peut dépenser, et une fois qu'on les dépasse, on doit payer une taxe. Donc l'objectif, c'est de limiter ces émissions, ces émissions, et l'utilisation d'énergies fossiles. Ça c'est positif. Ce que ça a comme conséquence, c'est que ça impose une taxe. Là en l'occurrence une taxe sur le bâti et le transport qui va probablement avoir un impact sur le prix des factures des citoyens et des citoyennes. Et donc en même temps que l'Union européenne met en place cette taxe carbone, le TS2, elle crée le Fonds social climat qui impose de mettre en place des mesures, enfin qui permet de mettre en place des mesures qui vont compenser l'impact de l'entrée en vigueur de cette ETS2. C'est des détails un peu techniques budgétaires, mais donc en gros, le TS2 va générer des recettes et 25% de ces recettes vont aller dans le Fonds social climat. Concrètement, ça veut dire quoi comme montant? Pour la Belgique, donc la période du Fonds social climat, c'est 7 ans, c'est 2026-2032. Et pour cette période, la Belgique va recevoir 2,2 milliards d'euros. Alors, si on regarde à l'échelle de Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire? On prend une hypothèse de travail. Et un point important que j'ai oublié de vous dire, c'est que le plan social climat est en cours d'élaboration. Il aurait dû être adopté, enfin être déposé à la Commission pour juin 2025, mais c'était un aurait conditionnel, donc il est toujours en cours d'élaboration. Et pour vous donner une idée au niveau des États membres, il n'y a que 2 États membres pour l'instant qui ont remis leur phare. Donc on a du retard, mais comme tout le monde, on va dire. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a hypothèse de travail avec une répartition, parce qu'il y a notamment des discussions politiques qui sont en cours aujourd'hui sur cette clé de répartition. Nous, on a pris l'hypothèse d'avoir 10% pour Bruxelles par rapport à la pourcentage de la population. Donc c'est à près 220 millions pour Bruxelles sur 7 ans, donc plus ou moins 30 millions par an. 30 millions par an, pourquoi? Pour prendre des mesures donc, qui vont compenser l'entrée en vigueur de l'impact de cette taxe carbone. Et j'ai oublié de dire, le Fonds social climat, il est créé par un règlement européen, le 2023-955, si jamais. Vous voulez aller le lire. Et du coup, les mesures qui doivent être prises, elles ont des objectifs bien précis qui sont précisés dans ce règlement. Elles peuvent faire 3 choses. Augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc on le sait, l'état du bâti à Bruxelles n'est pas glorieux. Il y a beaucoup de PEB, notamment encore F et G. Et il y a l'obligation 2033 de rénovation d'avoir la fin des passoires énergétiques, donc des PEB F et G. Donc il faut décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments et améliorer l'accès à une mobilité à basse émission. Donc mobilité plus durable, baisse de la voiture, énergie fossile, etc. Comment on fait ça? D'abord, quelle répartition il y aura entre ces 3 objectifs? Je vous ai dit, il y a des discussions sur la répartition du budget. Il y a aussi des discussions sur la répartition du budget entre ces mesures, entre le bâti et le transport. Voilà. Attendez, parce que j'ai envoyé la mauvaise présentation à Cobb. Ouais, je suis désolée. Je vais continuer sans le slide et il va aller pas l'heure après, je pense. Mais en fait, je dois ouvrir mon ordi pour te renvoyer la bonne présentation. Désolée. C'est pas grave, je vais continuer comme ça, mais donc j'ai perdu mon fil. Oui, ces mesures. Ces mesures doivent s'adresser au public vulnérable, donc aux ménages vulnérables, aux micro-entreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports.
On a fait un long travail sur ces mesures, pour élaborer ces mesures. Le travail sur le plan Saltima, il a commencé au printemps 2024. Et on a fait diverses consultations. D'abord, on a fait une très longue liste de mesures avec les autres entités, le fédéral et les autres régions. Et puis, on a consulté sur cette liste pour arriver à une plus courte liste que je vais vous présenter. Désolée. Du coup, je vais faire sans le PowerPoint pour l'instant. Mais du coup, je disais, on a fait un long processus de consultation depuis l'année passée sur une longue liste de mesures envisagées pour arriver aux mesures définitives. Et là, le 3 juillet 2025, le gouvernement a validé une liste de mesures. Donc, il y a 3 mesures. En gros, il y a une mesure énergie pour les ménages, une mesure énergie pour les micro-entreprises et une mesure transport. Nous, on avait fait une proposition et le gouvernement a un peu coupé dedans, notamment la mesure accompagnement. Pour l'énergie, pour les ménages, on avait dépendu la mesure qu'il fallait de l'accompagnement, mais elle est tombée et on avait conditionné l'aide aux ménages pour l'énergie à un conventionnement des loyers, c'est-à-dire qu'on proposait d'empêcher de pouvoir augmenter les loyers après rénovation pour garantir que ces loyers n'augmentent pas trop. Le conventionnement a été supprimé aussi dans la liste définitive du gouvernement. Donc là, on fait un travail on est dans l'élaboration concrète, on va dire, des mesures, et on cherche des solutions, des pistes pour pallier à cette suppression du conventionnement. Et du coup, oui, j'ai un peu avancé. Voilà, merci. On cherche des solutions et je vais vous expliquer ça plus en détail après vous avoir expliqué les 3 mesures. Donc je disais, il y a une mesure énergie pour les ménages, ce sont des primes. Les primes Rénolution, j'imagine que vous les connaissez, elles existent déjà à Bruxelles. Les primes pour la rénovation, et l'idée c'est de les préfinancer et de les majorer de 10%. Donc que le plafond soit plus élevé et qu'elles soient préfinancées. Que les ménages ne doivent pas avancer l'argent, parce que pour l'instant ça fonctionne. On paye la prime et puis on est remboursé de la prime. Pour les micro-entreprises, ce sont des systèmes qui existent déjà, et c'est pareil, des primes et des crédits à taux plus bas. Et pour la mobilité, là c'est testing de mobilité durable et accompagnement personnalisé, j'expliquerai après, mais elle est dirigée en 2 aspects, elle va être rassemblée en un. Donc pour les ménages, comme je disais, le conventionnement a été supprimé, et donc là la piste qu'on envisage et qu'on cherche, on est en discussion avec Bruxelles Logement, la Fédération des agences immobilières sociales, c'est de conditionner les primes et les prêts pour les propriétaires bailleurs qui ont leurs biens en AIS, donc en agence immobilière sociale. Ça, l'idée, c'est de s'assurer que les loyers ne puissent pas augmenter non plus, puisqu'ils sont cadrés par les agences, et de toucher les locataires plus précaires, puisque les conditions d'accès aux biens en AIS, c'est les conditions d'accès pour les logements sociaux. Parce que je disais, le public cible du plan, c'est les ménages plus vulnérables. Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir une mesure un peu en cascade, des primes et des prêts. Il y a aussi des discussions qui sont en cours pour voir si ça a du sens d'avoir un prêt pour des propriétaires vulnérables, donc qui sont dans les déciles 1 à 3. Il y a le tableau ici à côté des revenus qui correspond aux déciles 1 à 3, donc c'est les 3 premières lignes. Voilà, tout ça est en discussion pour essayer d'avoir une mesure qui a quand même le plus de sens possible et qui sera le plus utile pour compenser l'entrée en vigueur de l'EDS2. Pour les micro-entreprises, donc je disais, c'est des primes et des crédits qui existent déjà, notamment les prêts énergie et réno, je ne sais pas si vous connaissez, et la définition de public cible, là c'est un peu plus le challenge. Il y a des discussions qui sont en cours, parce que une micro-entreprise, on sait ce que c'est une entreprise qui a maximum de millions de chiffres d'affaires et maximum 10 personnes en son sein. Mais la question de micro-entreprise vulnérable, c'est plus compliqué. Pour des ménages, on peut se reposer sur les revenus, se dire qu'on touche telle et telle personne. Mais pour le micro-entreprise, ça peut être plus compliqué. Et alors la mesure mobilité, je disais, il y a 2 axes.
il y aura la location en termes de vélo public et les conseils mobilité accompagnés d'un budget mobilité. Donc l'idée, c'est de permettre à des ménages à faible revenu qui dépendent de la voiture de pouvoir bénéficier d'alternatives et oui, d'assurer qu'elles soient accessibles, donc par un budget, financièrement par un budget mobilité et pratiquement avec des conseils. Voilà, ça c'est les mesures qui ont été validées par le gouvernement. Donc on travaille à leur concrétisation, élaboration. Et les prochaines étapes, c'est peut-être ça vous pas de grand intérêt pour vous, mais donc pour que vous sachiez où on en est, je disais le plan aurait dû être remis pour juin 2025. Là, le nouvel objectif, c'est de le remettre avant la fin de l'année, donc décembre 2025. On est en discussion avec la Commission européenne qui nous a rendu un premier tour sur les mesures. On attend le burden sharing, donc ça c'est une réunion politique pour avoir la clé de répartition, pour savoir quel budget on va avoir pour Bruxelles et au sein des mesures. Et puis il y a tout le processus de validation politique, donc gouvernement bruxellois. Il faudra compiler le plan bruxellois social-climat belge, parce que donc il y a le bruxellois, enfin il y aura les mesures bruxelloises, les mesures flamandes, les mesures wallonnes, il y aura une ou deux mesures fédérales. Il faudra mettre tout ça en musique, on va dire, et il y a les parties communes qui concernent toute la Belgique, mais donc on soumet un plan belge. Et puis voilà, il y aura une phase de négociation avec la Commission. L'objectif, c'est qu'il rentre en vigueur, du coup, plutôt au lieu de janvier 2026, au printemps 2026, puisque le TS2 entre en vigueur en janvier 2027. Et l'idée, c'est d'avoir du temps pour mettre en place les mesures, et une fois que la taxe carbone entre en vigueur, avoir les mesures déjà en place pour pouvoir bénéficier, que les ménages et les grandes entreprises puissent en bénéficier. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair. N'hésitez pas, désolé pour la perturbation technique, et n'hésitez pas si vous avez des questions, bienvenue. Voilà. J'avais la question des retours du Commission européenne. Ils disent quoi sur le plan bruxellois? Alors, la bonne nouvelle, c'est que la première ligne, c'est que les mesures envisagées sont dans la lignée de ce qui est attendu pour les plans. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, c'est plutôt des questions de précision, demande de précision sur les coûts notamment, le chiffrage, l'analyse d'impact, etc. Mais le retour est sur le fond positif, en tout cas, on va dans le bon sens. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris la dernière intervention d'Alexandre. De quoi il s'agissait en fait? Parce qu'elle est experte en plan social climat, elle a très bien expliqué qu'est-ce que c'est, ou quel est dans le plan social climat avec les petites difficultés qui sont dedans. Mais j'ai peut-être mal introduit, mais le contexte pour moi est très important. C'était difficile de le positionner, qu'est-ce que c'est. Parce qu'en fait, ce plan social climat, on parlait, quelqu'un se souvient encore le chiffre, combien d'argent allait dedans? Oui, 2,5 milliards qui va aller dedans. Ça vient d'où cet argent? Ah, c'est qui va le payer, ces 2 milliards? C'est nous. Et est-ce que tout le monde va payer également? Qui va payer le plus? Mais en fait, l'a dit un petit peu, c'est via le système ETS2, le Emission Trading System 2. C'est un système qui existe déjà, parce que tu as ETS1, donc c'est le deuxième qui va se mettre en place à partir de 2027. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on brûle une énergie fossile et on émet des CO2, on doit payer une taxe. C'est relativement simple. Sauf que le ETS, c'est un système, en anglais on dit ça un cap and trade. Donc ça veut dire, l'Europe décide, on peut maximum en 2027 émettre si beaucoup de millions de tonnes de CO2. Et puis c'est le libre marché qui va décider combien ça coûte le droit de pouvoir émettre un tonne de CO2. Et donc, les taxes qu'on va payer, c'est pas comme le TVA où on sait que c'est un pourcentage fixe. C'est pas comme les impôts où quelque part tu as des seuils de revenus qui font un certain pourcentage. C'est
le libre marché qui va décider combien on va devoir payer pour avoir le droit de payer, le droit d'émettre. Donc le ETS2 va couvrir l'entièreté de toutes les émissions CO2 qui seront faites en Europe. Donc ça veut dire votre chaudière en mazout, je pointe dans l'idée, je ne sais pas. Qui a une chaudière en mazout, c'est un peu pour savoir. Votre chaudière en mazout, si tu vas brûler 1 litre de mazout, tu émets 3 kg de CO2. Ces 3 kg, tu vas devoir payer pour avoir le droit de les mettre. Qui a ici une voiture pas électrique? Je pense. Des ouvriers. Ben, si tu vas mettre de l'essence ou des diesel dans votre voiture et tu vas l'utiliser, tu vas, en plus de toutes les axes et tout ça, tu vas devoir payer le droit de pouvoir émettre des CO2. Ça arrive déjà dans les places privées comme l'aéroport. Tous les tracteurs et les camions 10 centaines roulent avec de mazout rouge. Oui. C'est vrai, ça. C'est vrai, mais ils émettent aussi du CO2. Donc là, on paye pas l'accise. Les accises pour le mazout rouge sont moins chères. Là, on parle de kilos de CO2. Mais donc, ça arrive en plus de tout que ça coûte. On ne va pas dire que l'essence sur le mazout est bon marché. On ne se lave pas avec le matin. Donc, c'est très cher. Et on va ajouter à cela une taxe qu'on ne sait même pas combien il coûte. Et l'Europe a estimé, quand ils ont fait l'architecture de ce plan ETS2, donc on parle de 2021, ils ont estimé que ça pourrait être 50 € par tonne d'émission. Donc ils disent à peu près, ça pourrait être ça. Maintenant, entre 2021 et maintenant, en 2025, est-ce que les objectifs des États, ils sont vus à la hausse ou à la baisse pour l'émission? À la baisse. Ça veut dire que sur un libre marché où on a mis un plafond maximal et on doit tous payer le prix du libre marché, est-ce que ça va être plus ou moins que 50 € par tonne? Plus. Il y a les bureaux de la recherche qui ont déjà dit, donc on parlait, l'Europe avait dit 50 € par tonne, qui ajoutaient dans une famille déjà quelques centaines d'euros par année en plus en taxes. Et donc ces bureaux de mathématiciens ont dit on arrive probablement à 250 € par tonne. Donc fois 5. Parce que c'est le libre marché, et donc si toi tu veux émettre et moi je veux émettre, on va juste devoir payer le plus cher pour pouvoir émettre. Donc fois 5, une taxation qui arrivera en 2027 et qui va financer le plan social que Alexandre vient de présenter. Donc ça c'est le ETS2, ça c'est le contexte qui gère dedans. Ça s'est mis en place en 1er janvier 2027, donc à partir donc remplis bien votre voiture. Le 31 décembre en 2026, remplis ton réserve de mazout avant, parce qu'après, tu vas devoir payer un taxe qu'on ne sait même pas combien, parce que le libre marché met très cher sur tout qui est émis. Bien sûr, dans toutes les fournitures, parce que si on juste achète des bananes ou des tomates, ben, il y a un petit prix carburant dans le prix qu'on paye aussi, donc tout va être plus cher. On va avoir un saut en inflation, comme ça, dans un jour qui s'ajoutait. Et le salaire, elle va augmenter? Gros pollueurs égale gros payeurs pour les grosses entreprises qui polluent. Les grosses entreprises les payaient déjà. En fait, c'est ETS2, donc tu as raison, mais ETS1 existait déjà pour 40% des émissions en Europe pour les grandes entreprises. Eux, ils avaient déjà un maximum, peut-être pour les délégués en conseil d'entreprise, dans les grandes entreprises. Ils pouvaient avoir vu ça dans les bilans économiques et financiers. Tu as parfois les droits d'émission qui sont mis là. Et donc, pour ceux qui l'ont, c'est quelque part aussi, ils ont fait exactement le même système. Et donc, le secteur de l'énergie, ou par exemple, ici, le centrale de gaz à Drogenbos, il paye déjà un droit d'émission CO2 où il doit acheter les droits dans le marché européen. Donc, il pourrait acheter ces droits chez une entreprise en Roumanie qui émettent moins pour émettre ici plus. Donc, ce système-là, maintenant, va être appliqué à toi et moi. On est d'accord sur la logique. Effectivement, ceux qui plus devraient payer le plus. Il y a la première taxe est sous-consomme ou pas au final? Mais pour les particuliers, il y en a pas. Le poids financièrement de particuliers n'a pas. Mais c'est ça. Et c'est parce qu'on parle de l'énergie fossile. Donc tu as entièrement raison. Parce que c'est qui a une voiture électrique? C'est nous? Non. Lui, celui qui a une voiture électrique, en théorie, il ne paye pas cette taxe. Plus écologique, électrique. Non, on est d'accord. C'est qui a un pompe à chaleur pour chauffer sa maison hyper isolée? C'est elle, quelqu'un qui risque. Donc qui émet plus
proportionnellement selon son revenu, c'est les précaires, les personnes les plus précaires. Les entreprises payent déjà, donc ils sont déjà dans le système. Donc le contexte où ce plan social, parce que l'Europe sait, c'est horrible, on va avoir un taxe qui va nous coûter très cher à tout le monde, et donc ce plan social climat est quelque part leur correction sociale. Donc qu'est-ce qu'Alexandre venait présenter ici, que cette taxe qu'on va payer va revenir aux États membres, va revenir à Bruxelles pour quelque part aider les plus vulnérables dans la société à faire une transition. Donc l'idée quelque part pourrait être souhaitable si on veut le dire, mais rien n'est gratuit. Cet argent qui va servir à financer la rénovation des logements AIS, qui va aider à financer une transition durable vers la mobilité, ça va sortir de nos poches. C'est tous nos poches et surtout ceux qui n'ont pas de voiture électrique forte. Tout le monde donc ici qui n'a pas un pompe à chaleur pour chauffer sa maison. Tout le monde ici qui ne sait pas faire autrement, c'est celui qui va payer pour chaque kilo de CO2 qu'il va émettre dans le marché libre. Parce que l'Europe, ils ont mis un plafond qui chaque année va diminuer. Le plafond. Donc, c'est même pas si on dit on va diminuer notre émission, on peut le payer moins. Non, l'année d'après, l'Europe a mis le plafond plus bas. Donc, le libre marché, ça a toujours chaud. Regarde le système. Enfin, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais pour celui qui veut mettre des panneaux solaires sur son toit, c'est pas simple. Hein? On doit des prix de ça aussi. On parle de prix sur les jambes. C'est vrai, donc mais c'est pas les plus pauvres qui vont aller mettre des panneaux solaires. Ils sont souvent pas propriétaires ni de leur toit. Oui. C'est pour ça que ce plan social climat est, syndicalement, on pourrait dire, c'est pas mal parce qu'il y a une correction sociale, au moins une taxation très inégalitaire, mais c'est que fait un petit. On parlait de 3 milliards, la taxation va coûter 80 milliards. Hein, donc on parle d'une fraction de qu'est-ce que ça va apporter à l'État qui va être réutilisé que pour les plus vulnérables. Donc il y a quelque part, on aggrave les inégalités, comme toujours, et surtout dans le système de libre marché. Et donc je dis, j'aurais dû expliquer ça avant qu'Alexandre Trappelet soit en présentation, parce que c'est dans ce cadre-là que tous ces plans sociaux climat se trouvent. Et comme ça, vous pouvez, avec un cœur léger, écouter le prochain intervenant.